par Khaled Kelkal et le GIA algérien, par Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, par Mohamed Merah et ses nouveaux visages de la terreur, le danger islamiste n'a cessé de planer sur la France. Après plusieurs menaces, des diatribes, des signaux inquiétants et des alertes, le pire est arrivé un matin de janvier 2015 et s'est poursuivi sur 3 interminables journées. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic juif. Je suis la République. Les attentats de janvier 2015 n'étaient pas un fait isolé, ni un accident de l'histoire, mais le début d'un processus. Les terroristes ne ciblaient pas seulement des dessinateurs, des personnes en raison de leur métier ou de leurs croyances, mais bien tout un pays pour ce qu'il est, surtout pour ses valeurs. La France entrait dans une nouvelle ère. Pourtant, quelques semaines après le drame de janvier, malgré plusieurs alertes, la société avait presque oublié la menace terroriste. Jusqu'à cette fameuse soirée du 13 novembre 2015. Il est 21h17 quand la terreur envahit de nouveau la capitale. La France sous le choc, scène d'horreur. Pour la première fois en France, des actions kamikazes ont eu lieu aux abords du Stade de France, mais également au cœur de la capitale. Les assassins ont ouvert le feu sur plusieurs terrasses et dans plusieurs rues situées dans le 10e et le 11e arrondissement. Quelques minutes plus tard, ils attaquaient la salle de spectacle du Bataclan où se déroulait un concert. L'assaut a été lancé par les forces de l'ordre. Les attaques revendiquées il y a quelques minutes par le groupe État islamique. Nous sommes en guerre, évidemment, ce n'est pas les guerres du XXe siècle. Mais nous avons changé d'époque. Nous sommes dans un autre monde qui bouleverse tout. Nous sommes sortis d'une période d'insouciance. Le monde a basculé. L'État islamique, on l'a laissé grossir. Et alors, on a fini par prendre des attentats. On paye l'addition de beaucoup de choses actuellement. Il y a eu sans doute beaucoup de déni. On n'a pas vu venir les choses, on n'a pas voulu les voir, ou on n'a pas été formé pour les voir, et on n'a pas sans doute su toujours les traiter. Si les attentats ne représentent plus une surprise, la majorité des Français ne comprend pas l'origine de cette violence. Alors, comment l'analyser? Comment décrypter ce terrorisme? Comment expliquer le 13 novembre et tous les attentats qui ont frappé la France depuis l'affaire Merah jusqu'à ceux de l'été 2016? Pour essayer de répondre, nous avons enquêté pendant plusieurs mois. Afin de décrypter ce terrorisme et comprendre cette nébuleuse, nous avons pu avoir accès à des documents, certains inédits et confidentiels, émanant de plusieurs services de renseignement. Nous avons rencontré les meilleurs experts, magistrats, universitaires, politiques. Nous avons aussi analysé la propagande islamiste, leurs vidéos, leurs textes, leurs messages audio, et scruté les réseaux sociaux très utilisés par les terroristes. Pendant 1 an, nous avons littéralement scanné cette idéologie de la haine. Pour mieux expliquer ces choses complexes, pour mieux raconter les problèmes de ce monde musulman constitué de 2 grandes branches, la minorité des 15% de chiites et les 85% de sunnites qui forment la majorité, nous avons fait appel à un confrère, Adel Gastel. Il est journaliste et dessinateur. Lui aussi connaît parfaitement le monde arabe et lui aussi travaille sur le terrorisme islamiste.
À travers son dessin, nous voulions comprendre comment s'est propagée cette culture du djihad. On est en 1926, 2 ans après la chute du califat ottoman. La famille Saoud, issue des tribus bédouines et soutenue par la Grande-Bretagne, contrôle les lieux saints de l'islam et crée donc l'Arabie saoudite. Cette monarchie fonde sa légitimité sur une doctrine religieuse ultra rigoriste qui s'appelle le wahhabisme. Pour concrétiser cette doctrine, ils veulent revenir à un prétendu islam des origines appelé le salafisme, qui doit être imposé selon eux, y compris par la force. Cette alliance entre le sabre et la religion, qui apparaît d'ailleurs dans le drapeau saoudien, c'est cela la culture du djihad. Alors, en haut, la profession de foi des musulmans, et en bas, l'épée, qui incarne la puissance et la guerre. C'est dire que cette violence islamiste que le monde subit aujourd'hui a une histoire et de profondes racines idéologiques. La doctrine des Saoudiens s'est diffusée progressivement depuis près d'un siècle. Elle cherche à transformer la religion en un projet de société. Et ce projet de société s'impose selon cette même doctrine, y compris par la violence. Le djihad, cette prétendue guerre sainte, occupe donc une place primordiale dans la fameuse idéologie salafiste. Le dogme djihadiste, c'est-à-dire réalisé par les armes, le royaume de Dieu sur terre. Réaliser un État islamique selon ce qu'ils estiment être le modèle éternel, inévitable de l'État islamique, à savoir le califat. C'est également lié à une idéologie qui était très minoritaire en Arabie, dans la péninsule arabique, et c'est l'origine du pouvoir saoudien. Je pense que la racine de la violence de Daesh, elle est wahhabite. Cette pensée wahhabite, les Saoudiens l'exportent sans complexe, tout en gardant des relations privilégiées avec l'Occident, dont la France, évidemment. Ce double discours, la France, comme les autres pays occidentaux, semble s'en accommoder. Car la puissance économique de la monarchie lui permet d'un côté de fréquenter les plus grandes démocraties et d'un autre de soutenir certains idéologues extrémistes. Ici, ce document rare. Nous sommes en 1980. On y voit le roi Khaled, monarque de l'époque, ainsi que l'un de ses successeurs, le futur roi Abdallah. Dans une salle de l'université islamique de Médine, un prédicateur connu pour ses positions extrémistes fait la leçon à la monarchie. Chaque musulman, explique-t-il, est tenu d'accomplir la guerre sainte, le djihad. Allah Azza wa Jal ذكر علة القتال وسببه وهو ما يعرف بقولهم الحرب ضرورة بشرية. Cet idéologue s'appelle Abou Bakr al-Jazairi. C'est un Algérien qui s'est exilé à Médine pour devenir l'une des références officielles du royaume saoudien. 30 ans plus tard, il continue de diffuser cette culture du djihad. Dans son plus célèbre ouvrage, La Voix du musulman, Abou Bakr al-Jazairi ne fait pas mystère de l'importance à ses yeux de la guerre sainte. Pour lui, le but du djihad tend à proscrire toute adoration que celle de Dieu. En d'autres termes, il faut bannir, même par la violence, les autres croyances et spiritualités, mais surtout la non-croyance. Ce livre, traduit en français, est depuis plusieurs années disponible en quelques clics seulement sur Internet. On le retrouve sur des sites islamistes basés en France, mais pas seulement, puisqu'il est très bien référencé sur certains grands sites internationaux. Le djihad, le combat, la mort, le martyr, autant de mots guerriers et belliqueux qui structurent la pensée salafiste.
Une idéologie de la violence que la monarchie entretient pour contrôler sa société et le monde musulman. Certains, à tort, réduisent le salafisme à un simple phénomène sectaire. Il y a des points communs, certes, avec plein de choses, la criminalité, les sectes. Mais ceux qui disent c'est comme une secte ou c'est comme des criminels, ça, faut pas les écouter. C'est un phénomène à part, qu'il faut traiter comme un phénomène à part. Donc pour vous, il n'y a aucun doute sur la relation de cause à effet entre le wahhabisme saoudien et le djihadisme. C'est la matrice de l'idéologie. La seule différence, c'est que en Arabie saoudite, on pratique un islam radical tout en disant tu respectes le roi, tu respectes le clan Saoud, et donc tu vas pas taper nos alliés. Même si officiellement la monarchie saoudienne n'appelle pas au djihad, les futurs djihadistes savent qu'ils peuvent y puiser leur inspiration. Dans les vidéos de propagande de l'État islamique, des terroristes se revendiquent très souvent de ce salafisme saoudien. Abu Salman al-Faransi est un Français converti. Son histoire est exploitée par Daesh comme modèle pour recruter. 6 mois après ma conversion, j'ai eu l'occasion de partir dans la péninsule arabique. Et là-bas, j'ai pu me procurer énormément de livres. J'ai acheté beaucoup de livres. Et ça m'a donné une nouvelle vision de l'islam. Les wahhabites considèrent qu'ils sont le véritable islam, qui sont l'islam de l'origine, ce qui est un fantasme total. Dans les années 70 ou même au début des années 80, les musulmans de France, le mot salafisme, ils ne le connaissaient même pas. Par l'action résolue d'un certain nombre d'institutions saoudiennes avec les moyens financiers dont elles disposent, ça s'est complètement répandu dans l'islam de France où l'influence du salafisme est devenue prédominante. Il a fallu une trentaine d'années et on en constate le résultat. Le terrorisme cible aussi la monarchie et les lieux saints de l'islam. Pourtant, dans ce pays, les mosquées continuent de flirter avec les fanatiques et d'offrir une tribune aux idéologues du djihad. Nous sommes en juin 2015, dans l'enceinte même de la Mecque, la mosquée Al-Haram al-Makki, au cœur du monde musulman. Ce lieu, d'un point de vue religieux, est la voix du royaume. L'imam est nommé par le pouvoir. Pourtant, ce jour-là, il appelle clairement à la destruction des chiites, des juifs et des chrétiens. نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين وانصرهم على اليهود الخائنين وعلى النصارى الحاقدين اللهم. Ce genre d'invocation est le cœur même de la doctrine salafiste. Les idéologues de Daesh sont les purs produits de cette pensée ouvertement hostile aux valeurs universelles comme aux autres courants de l'islam. Le salafisme est opposé aussi bien à la démocratie qu'au chiisme. Et ça fait partie des armes stratégiques de l'Arabie saoudite pour assurer le maintien de la famille saoud au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez effectivement encore des discours qui sont complètement ahurissants. Je me souviens de ces commentaires, par exemple, sur les Juifs, qui sont considérés, et ça se trouvait jusque récemment dans certains manuels saoudiens, qui étaient issus des singes. Ce rejet de la différence réelle ou supposée vise surtout le monde musulman. Cette déshumanisation de tous ceux qui ne sont pas salafistes est à l'origine de mutilations, d'exécutions sommaires, de massacres et même de tueries de masse dans de nombreux pays. Ce phénomène qui paraissait lointain finit par toucher l'Occident. Ça vient de loin. C'est parce que les États-Unis d'Amérique ont considéré, à la fin des années 70, qu'il fallait porter un coup fatal à l'URSS, qui était présente notamment en Afghanistan.
C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de soutenir toute une série de mouvements, parfois venant d'Arabie Saoudite, pour faire tomber l'URSS. Cette alliance historique de l'Occident avec le diable coûte aujourd'hui très cher. En 40 ans, le terrorisme islamiste a fait plusieurs centaines de milliers de victimes dans le monde. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir. À partir de la fin des années 70, tous les conflits ou presque prennent une teinte salafiste. L'Afghanistan des années 80 d'abord, 10 ans plus tard l'Algérie, puis la Tchétchénie, la Bosnie. Dans les années 2000, Al-Qaïda au Sahel, ensuite la Somalie, le Nigeria, le Yémen, la Libye. Enfin l'Irak, la Syrie et bien d'autres depuis l'émergence de Daesh. Ces tueurs, répartis à travers le monde, sont prêts pour la guerre totale. Toujours au nom de cette idéologie exportée par l'Arabie Saoudite. James Woolsey, l'ancien directeur de la CIA, estimait en 2005 que 90 milliards de dollars avaient été dépensés par l'Arabie Saoudite depuis les années 70 pour diffuser le salafisme à travers le monde. C'est proche du budget d'un pays comme la Belgique. Ils ne peuvent exporter que deux choses, l'Arabie Saoudite, le pétrole et leur idéologie. Ils n'ont rien d'autre. Si on arrive à contrôler une religion, à façonner une religion comme l'islam, 1,6 milliard d'individus, je ne sais pas, 2 milliards peut-être, et faire que ces gens-là dépendent de vous idéologiquement, vous êtes un petit pays, vous êtes les rois du pétrole, là, pour le coup. Les rois du pétrole voulaient aussi s'opposer au régime nationaliste arabe. Depuis 1952, l'Égypte est dirigée par des militaires autocrates et laïcs où les droits de la femme sont préservés. Le pays des pharaons devient une bête noire pour les intégristes saoudiens. Au Caire, le régime nationaliste est incarné par le très charismatique Gamal Abdel Nasser. Pour déstabiliser Nasser, la monarchie des Saouds s'appuie dès les années 60 sur une obscure confrérie clandestine, les Frères musulmans. Sur ces images, certains d'entre eux sont arrêtés pour tentative de déstabilisation du régime. La confrérie se prétend révolutionnaire. Elle fonctionne un peu à la mode trotskiste, un peu à la mode fasciste. Ses techniques, l'emprise, le double discours, la dissimulation. C'est en 1928 qu'un instituteur égyptien, Hassan el-Banna, crée la confrérie des Frères musulmans. Son but est de réislamiser son pays, alors sous domination britannique. La confrérie a ses slogans et ses symboles. Elle crée un écusson où on peut voir deux épées croisées. Après l'indépendance de l'Égypte, les Frères musulmans ont tout fait pour essayer de prendre le pouvoir et d'instaurer leur doctrine. C'est une relation, fusionnelle avec le wahhabisme saoudien. Il y a une convergence absolue, tant d'un point de vue idéologique que religieux, que politique. Les Frères musulmans qui étaient à l'époque la seule organisation islamique transnationale bien organisée, qui se sont répandues dans l'ensemble du monde musulman, en particulier dans les communautés émigrées en Europe, pour distiller le message salafiste. L'idéologie des Frères musulmans s'est propagée au fil du temps dans plusieurs autres pays. L'organisation est bien plus qu'une confrérie intégriste. C'est une confrérie, c'est une société, c'est un parti politique et c'est une organisation religieuse dont l'objectif est la prise et l'exercice du pouvoir. C'est un mouvement populiste, petit bourgeois, dont la finalité est de faire accéder au pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité pour le prendre et pour l'exercer. Les cadres moyens de la fonction publique, les petits épiciers, etc., qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à une société rentière dont ils seraient les rentiers.
C'est du poujadisme. C'est une forme de poujadisme. Cette forme de populisme islamiste, conjuguée au salafisme, a endoctriné des populations entières, le plus souvent en prenant en otage la religion musulmane et ses dogmes. Les Saoudiens et les frères musulmans ont tout fait pour imposer de nouveaux codes, à commencer par le statut de la femme et ses tenues vestimentaires. Ils ont programmé la régression du monde musulman. Voilà une chose qui n'est plus possible aujourd'hui, même dans des pays démocratiques et laïques comme la France. Durant les années 60, le président Nasser se moquait des frères musulmans et surtout de leur volonté d'introduire le voile islamiste dans la société. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. Les membres de cette confrérie, à l'image de leur fondateur Hassan al-Banna, se sont toujours fait passer pour de simples croyants. Leurs leaders réussissent parfois à tromper des responsables politiques, des intellectuels et des médias occidentaux en prenant l'allure de religieux rigoristes inoffensifs. Alors derrière cette image de bigots ordinaires, sont-ils vraiment des modérés? Rejettent-ils le djihadisme par exemple? Dans cette nébuleuse, le secret et la dissimulation sont des maîtres mots. Les codes prennent tout leur sens. Observons attentivement leur emblème. En haut, en rouge, un livre qui symbolise le Coran, ce qui montre cette volonté de s'approprier la religion. Orné de deux sabres, l'écusson des frères musulmans fait apparaître un attrait évident pour la violence. Toujours cette volonté de croiser le fer. Mais le plus parlant, ce mot en arabe, wa'a'iddu, littéralement est préparé. Il s'agit du premier mot d'un verset coranique qui incite au terrorisme, d'après l'interprétation des groupes djihadistes. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Ce verset, largement instrumentalisé, on le retrouve presque systématiquement dans toutes les vidéos de propagande de Daesh. Comme celle-ci, par exemple. Ou encore dans cette autre vidéo de même type. Cette filiation idéologique entre les frères musulmans et les groupes djihadistes ne s'arrête pas là. Elle est illustrée aussi par Dar al-Islam, le magazine francophone de Daesh. 6 semaines avant les attentats du 13 novembre, le magazine publie un article sur les armes dont le titre reprend les mêmes codes idéologiques. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Pour connaître le vrai visage des frères musulmans, il faut lire aussi la devise de l'organisation que l'on retrouve autour de leur emblème. Elle résume parfaitement leur orientation idéologique telle que définie par leur fondateur Hassan al-Banna. الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. Pour vous, est-ce que ce serait excessif que de dire que c'est un totalitarisme? Un totalitarisme?
C'est un totalitarisme. Pour vous, c'est un totalitarisme? L'Association des frères musulmans est un mouvement populiste et totalitaire. C'est une pensée totalitaire dans la mesure où on place comme but suprême la conversion de toute l'humanité à l'islam, qu'on se donne les moyens par l'action violente et on justifie l'action violente. Le mouvement islamiste est traversé par plusieurs courants qui ont façonné la matrice idéologique de Daesh. Au sein des frères musulmans, un autre Égyptien joue un rôle déterminant dans la banalisation de la violence. Saïd Qutb. C'est celui qui théorise le principe du djihad. Dès les années 50, il propage une vision de l'islam qui encourage la violence. Emprisonné en 1955 par le régime de Nasser, il est condamné à mort et exécuté en 1966. Depuis, considéré dans les milieux islamistes comme un martyr, il est devenu le maître à penser des organisations terroristes. C'est le théoricien du djihad moderne. Pourtant, ses travaux n'ont aucune validité théologique et universitaire. C'est de la théorie de bas étage, c'est pas de la théorie de savants musulmans, c'est pas de la théorie de grands docteurs formés. Cette pensée binaire, héritage de Saïd Qutb, est reprise aujourd'hui au mot près par Daesh. Par exemple, Jalons sur la route de l'islam, l'un des principaux ouvrages de Saïd Qutb, précise: la guerre doit être déclarée contre les chrétiens et les juifs qui déclarent leur hostilité jusqu'à ce qu'ils acceptent de payer la dîme ou d'accepter l'islam comme religion. En 2015, Daesh écrivait quasiment la même chose dans sa publication francophone Dar al-Islam. Le message est clair: convertissez-vous ou périssez. Le seul pacte qui n'a pas de limite de temps, c'est lorsque les mécréants sont humiliés. Il est dit: leur sang et leurs biens sont licites jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. L'influence de Saïd Qutb et des frères musulmans est connue depuis très longtemps par les services de renseignement français. Ce rapport confidentiel de la Direction générale de la police nationale le mentionne dès février 1997, il y a près de 20 ans. Le début du XXe siècle fut marqué par l'émergence d'un islam radical, avec la création de l'Association des frères musulmans, et dans la ligne de cette association, l'influence essentielle d'un penseur égyptien, Saïd Qutb. Aujourd'hui, c'est cette vision extrémiste au mélange détonnant de la pensée des frères musulmans, de l'idéologie salafiste saoudienne et des écrits de Saïd Qutb qui est très largement appliquée par Daesh. Si les Saoudiens entretiennent l'idée du djihad dans sa forme médiévale, les frères musulmans sont pour Daesh, comme pour Al-Qaïda, à l'origine du terrorisme islamiste des temps modernes. Al-Qaïda est une création des frères musulmans, à tous les niveaux. Déjà par les hommes, tous les fondateurs ou les grands penseurs, les théologiens, même les opérationnels, sont pour la plupart des frères musulmans, d'ailleurs égyptiens. Les autorités politiques occidentales n'ont pas su voir cette filiation entre, d'un côté, frères musulmans ou salafistes saoudiens, et d'un autre, Al-Qaïda et Daesh. On a laissé grossir Al-Qaïda, on laisse grossir l'État islamique, et puis après on dit « Oh là 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 là, c'est dangereux, ça devient dangereux ». Depuis longtemps, ceux qui se laissent endoctriner par cette pensée extrémiste sont aussi des Européens convertis. Séduits par cette idéologie totalitaire, ils s'approprient à leur tour le prêt-à-penser des islamistes. Et on est obligé aussi d'œuvrer pour restaurer un khilafat et afin que la parole d'Allah soit la plus élevée, Inch'Allah. Et ceux qui n'œuvrent pas pour ça, ils sont malheureusement dans le péché. Ils sont dans le péché. Après plusieurs années de déni ou de méconnaissance, plusieurs hommes politiques français, de droite comme de gauche, commencent à reconnaître la dangerosité de l'idéologie
et constate que le terrorisme islamiste veut imposer sa vision du monde. C'est un projet de société parce qu'il consiste à imposer à l'État, c'est-à-dire à un pays, à une nation, des lois religieuses qui seraient plus importantes que les lois de la République. Il faut combattre l'islam politique, cette idéologie notamment des frères musulmans. Moi-même, je dois dire que j'ai découvert le niveau de théorisation de ceux qui sont aux commandes de l'État de Daesh ou d'Al-Qaïda ou d'autres mouvements Al-Nusra, etc. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux ces vidéos de propagande qui continuent parfois de faire sourire. On y voit des personnes apparemment immatures et déstructurées. Même l'Arabie Saoudite. Ces images cachent en réalité leur détermination sans faille à soumettre le monde à leur diktat. La terre de la vie. Notre ennemi, c'est le salafisme de combat, le salafo-fascisme, le salafo-totalitarisme. Il ressemble parfaitement au grand fondamentalisme du XXe siècle, nazisme, fascisme, maoïsme, qui fonctionnent tous sur le même trend, la même tendance. Soit tu me ressembles, soit je te tue. Cette logique nihiliste est véhiculée par des vidéos qui pullulent sur Internet. Allahu Akbar. Daesh maîtrise la communication moderne, mythifier le passé, glorifier l'histoire d'un islam conquérant et exalter un prétendu esprit fraternel. C'est la vitrine officielle de ce groupe terroriste à l'histoire bien sinueuse. Pour comprendre l'origine de Daesh, il faut remonter à la guerre américaine en Irak en 2003. Le véritable père fondateur de ce groupe terroriste est un Jordanien, connu sous le nom d'Abu Mus'ab al-Zarqawi. Il crée d'abord le groupe Tawhid wal Jihad. Très vite, il fait allégeance à Al-Qaïda et devient son représentant en Irak. Il est tué en 2006 lors d'une attaque américaine. Les djihadistes en Irak se réorganisent. Abu Omar el-Baghdadi dirige alors l'organisation qui devient État islamique en Irak. Il est tué à son tour en 2010. Et là, c'est le fameux Abu Bakr el-Baghdadi qui lui succède et devient le chef de l'État islamique en Irak et au Levant. Au lendemain de sa création, le groupe État islamique, également appelé Daesh par les médias, se lance dans une guerre, d'abord régionale, ensuite planétaire. Cette organisation extrémiste tente de légitimer le terrorisme en instrumentalisant la religion. Pour cela, elle déshumanise ses ennemis et fait la promotion de son projet de société qui attire de plus en plus de monde. Près de 2000 Français se rendent dans la région avec l'idée de constituer un nouvel État et de prendre part à ce qu'ils appellent la guerre sainte. Des hommes, des femmes, des familles entières, des personnes âgées, avec parfois de très jeunes enfants, rejoignent l'organisation terroriste. Il y a d'abord l'apparition d'Internet, enfin en tout cas le développement d'Internet et des réseaux sociaux qui favorisent la propagande et la circulation de cette propagande. Il y a un autre phénomène, c'est la capacité qu'a eu l'État islamique, contrairement à Al-Qaïda, de devenir un mouvement de masse. Al-Qaïda, c'était un mouvement élitiste. Là où l'État islamique, c'est un attrape-tout. Ils pouvaient aller vivre leur foi, leur aventure, leur religion. Le vrai déclic, je pense, pour beaucoup de jeunes volontaires djihadistes, ça a été au moment où le califat a été créé en 2014, parce que là, un État a été créé, État bien sûr entre guillemets. Cette création accélère les événements. Le califat, c'est le grand projet de tous les islamistes. L'unification des musulmans sous une seule bannière, sans frontières, celle d'une nation islamique mythifiée
régie par les lois coraniques. Le 4 juillet 2014, tel un chef d'État entouré de ses gardes du corps, Abou Bakr al-Baghdadi officialise la naissance du califat. Il s'autoproclame calife de tous les musulmans. La communauté internationale est mise devant le fait accompli. Ce jour-là, al-Baghdadi apparaît publiquement pour la première fois à la mosquée de Mossoul, deuxième ville d'Irak, tombée entre les mains des terroristes quelques jours plus tôt. Mais au fait, est-il réellement légitime pour prétendre à ce titre de calife? Vous allez voir que cette histoire repose sur une imposture. Selon la théologie islamique, pour être calife, il faut nécessairement être un descendant de la tribu de Mahomet. Pour essayer de légitimer son statut, le chef de Daesh s'est créé de toutes pièces ce nom composé: Abou Bakr, al-Husayni, al-Qurashi, al-Baghdadi. C'est sous cette appellation que le présentent tous ses disciples. Il s'agit d'un faux nom, mais ce choix n'est pas dû au hasard. Chaque partie du pseudonyme a une signification particulière. Ce nom est même d'une importance capitale pour les islamistes qui ne cessent d'instrumentaliser l'image du prophète Mahomet ou Mohammed. Celui qu'on appelle Abou Bakr al-Baghdadi a joué sur tout un ensemble de symboles. Abou Bakr est le premier successeur de Mohammed. Le pseudonyme al-Baghdadi est choisi pour faire croire qu'il serait originaire de Bagdad, capitale historique du califat islamique, ce qui est faux. Mais ce n'est pas tout. L'appellation complète joue sur d'autres symboles encore plus importants. Les terroristes veulent prouver que leur leader serait un descendant de Quraysh, la tribu du prophète, et qu'il aurait même un lien de parenté avec lui. Si on prend Mohammed lui-même, son nom de tribu, c'est Qurayshi. El-Husayni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce personnage se prétend descendant de Mohammed par son deuxième petit-fils. Mohammed n'a eu que des filles, mais il a eu 2 petits-fils. Le chef de la plus grande organisation terroriste au monde est à l'origine un homme très ordinaire qui s'appelle Ibrahim al-Badri. Il est né au sein d'une modeste famille irakienne en 1971 dans la ville de Samara, non pas à Bagdad. Résumons, le chef de Daesh ne se prénomme pas Abou Bakr. Il n'est pas descendant du prophète Mahomet, il n'est pas non plus issu de sa tribu, et il ne vient pas de Bagdad. Il n'a aucune légitimité pour prétendre au statut de calife, chef suprême des musulmans. Ah, c'est une totale escroquerie, c'est une imputation de généalogie qui est absolument fausse. On est dans une totale instrumentalisation du passé. Conclusion, Ibrahim al-Badri, alias Abou Bakr al-Baghdadi, est un usurpateur. Il instrumentalise le passé, les symboles religieux, l'actualité. Cela permet à son organisation de recruter des milliers de djihadistes à travers le monde et menacer la planète en perpétrant des attentats. Quand le califat est proclamé, ça veut dire qu'il y a un État islamique, et donc on passe au stade du djihad offensif, on n'est plus dans le djihad défensif. Et le djihad offensif, c'est-à-dire qu'on va bouffer autour, on va étendre l'État islamique. Donc c'est une volonté hégémonique, une volonté de s'étendre. Daesh détaille dans cette vidéo de propagande son objectif hégémonique, la volonté de dominer la planète. D'abord le monde dit arabo-musulman, ensuite la conquête de l'Europe, puis celle de l'Extrême-Orient, sans oublier l'Amérique du Nord, pour créer enfin, selon eux, l'apocalypse, la fin du monde. Car pour ces islamistes, la vraie vie, la seule qui mérite d'être vécue, c'est celle de leur prétendu paradis éternel. Pour réaliser ce vœu pieux, dès la naissance du califat autoproclamé, les menaces se multiplient. Plusieurs signaux inquiétants se succèdent.
Le 21 septembre 2014, tout bascule. Le porte-parole de Daesh, Abou Mohamed El-Adnani, désigne la France comme cible dans un document sonore. Premier signal clair dont l'importance a été sous-estimée. Dans un arabe châtié, au-delà des menaces, il livre un mode opératoire. فإن عجزت عن العبوة أو الرصاصة فاستفرد بالأمريكي أو الفرنسي الكافر أو أي من حلفائهم فارضخ رأسه بحجر أو انحره بسكين أو ادهسه بسيارتك أو ارمه من شاهق أو اكتم أنفاسه أو دس له السم فلا تعجز أو تهين فإن عجزت فاحرق منزله أو سيارته أو تجارته أو أتلف زراعته فإن عجزت فابصق في وجهه. El-Adnani, outre son rôle de porte-parole, est celui qui a la haute main sur les opérations extérieures de Daesh. Cette menace n'était pas de la même nature que les menaces qu'on avait jusqu'à présent. On n'a peut-être pas compris qu'on est passé d'un djihad défensif à un djihad offensif. Un djihad offensif qui se concrétise dès le lendemain. Un groupe islamiste algérien ayant fait allégeance à al-Baghdadi prend en otage un Français, Hervé Gourdel, lors de son séjour touristique en Algérie. Ce groupe islamiste menace de l'exécuter pour répondre à l'appel du porte-parole de Daesh. Nous sommes les soldats du califat sur les terres d'Algérie. Conformément à l'ordre de notre émir, le calife des musulmans, Abou Bakr al-Baghdadi, et à travers le message du porte-parole officiel, le cheikh Abou Mohamed El-Adnani, nous accordons à Hollande, le président de l'État français criminel, un délai de 24 heures après la diffusion de ce communiqué pour arrêter son action contre l'État islamique, ou sinon le sort de son ressortissant Gourdel Hervé sera la décapitation. Et si tu veux sa vie, il faut faire une déclaration officielle qui annonce la fin de tes actions sur l'État de l'islam et pardonner celui qui a prévenu. 2 jours après cette vidéo, le groupe terroriste algérien met sa menace à exécution et décapite Hervé Gourdel en théâtralisant une fois de plus la barbarie. Ce crime, tout comme sa victime, sont trop vite oubliés. On pense la menace encore lointaine alors qu'elle est à nos portes. On continue aussi de sous-estimer l'attrait que suscite l'idéologie djihadiste. Beaucoup d'anciens délinquants, des jeunes déstructurés, mais pas seulement, sont séduits. Les services de renseignement semblent comme dépassés par la situation. Les policiers se plaignent du manque de moyens et d'une mauvaise organisation face à la spécificité de la menace. Si les autorités ont parfois du mal à détecter les djihadistes avant leur passage à l'acte et à interpréter les signaux faibles, c'est parce que le dispositif de la lutte antiterroriste a été complètement chamboulé. Jusqu'en 2008, la police disposait de 2 grandes structures de renseignement. La DST, la Direction de la surveillance du territoire, et les RG, les renseignements généraux. Nicolas Sarkozy a décidé, sous sa présidence, de les faire fusionner et de créer la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Cette fusion a fait disparaître les RG, pourtant très implantés sur l'ensemble du territoire. De retour au pouvoir, la gauche a réalisé une nouvelle réforme en 2014, en supprimant la DCRI, pour créer à sa place la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, qui devait, théoriquement, disposer de plus de moyens. Parallèlement, il y a eu aussi la naissance d'un service de renseignement territorial supposé remplacer les RG, le RT, le renseignement territorial. En réalité, depuis 2008, la machine est grippée. C'est probablement aujourd'hui l'une des faiblesses du renseignement français. Les RG, c'était plus, on est devant la mosquée, on voit qui fréquente qui, du renseignement au jour le jour. Et quand il y a eu cette fusion, la culture DST l'a emporté. C'est-à-dire que ça a détruit l'autre culture. Et là, c'est pire parce que c'est très long de reconstituer une culture de terrain. C'est ça le problème. Et ça, on n'a pas pensé. On a pensé qu'on additionnait 2+, et en fait, ça a donné un moins. Et sans esprit polémique, on a tout de même
pas mal restreint les capacités de ce qu'on avait, qui s'appelait les renseignements généraux, et qui fournissaient les éléments d'alerte suffisants pendant toute une époque. Les éléments d'alerte, les signaux faibles, se détectent essentiellement sur le terrain. Alors que Daesh attire toujours plus de candidats au djihad, les services de renseignement sont moins présents dans les quartiers, les communes, les prisons, et délaissent parfois la surveillance de suspects. Au pire moment, la France perd son outil de proximité, les renseignements généraux. On lui préfère la DGSI, une structure au fonctionnement lourd et complexe. La suppression des renseignements généraux en 2008 est une erreur stratégique. Je ne suis pas en train de dire que celui qui l'a fait, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, porte la responsabilité du terrorisme. Vous l'aviez un peu voté aussi, hein, vous l'aviez un peu accepté quand vous étiez... Enfin, quand je dis les socialistes. Non, mais l'idée... L'idée, vous l'aviez acceptée à l'époque. Attendez, l'idée de supprimer la part des renseignements généraux chargés de surveiller des politiques ou des syndicalistes, je crois qu'elle s'imposait à tout le monde. Très efficace sur le terrain de la lutte antiterroriste, les RG, les renseignements généraux, avaient aussi une part sombre. Le flicage des élus, des associations, des journalistes ou des syndicalistes. La suppression de cette part de police politique a emporté avec elle l'expertise antiterroriste des RG. Le maillage, effectivement, au niveau du territoire, d'individus qui présentent des signaux faibles, mais dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent très vite se transformer en kamikazes ou en terroristes. Donc, il est très important d'avoir un renseignement territorial qui soit véritablement opérationnel. Ces carences ont permis, par exemple, le 20 décembre 2014, à un certain Bertrand Zoa Bonayo, un islamiste pourtant identifié comme tel, de passer à travers les mailles du filet et d'attaquer des policiers avant d'être abattu. Bonsoir. Dans l'Indre, on peut parler d'attentats contre les forces de l'ordre. Il s'est rué sur eux au cri d'Allah Akbar. 3 policiers blessés à coups de couteau dans l'enceinte même du commissariat de Jouer-les-Tours. L'agresseur a été tué. Même si quelques médias parlent d'un acte terroriste, cette réalité est mal interprétée. Le lien avec Daesh, pourtant évident, ne fait pas l'unanimité. Acte isolé pour les uns, une affaire qui n'a aucune connotation religieuse pour les autres. L'assaillant, pourtant converti, qui se fait appeler Bilal, est présenté plus tard par Dabiq, magazine de propagande de Daesh, comme un soldat du califat. Nous sommes moins d'1 an avant le 13 novembre. Son action est glorifiée comme le sera également celle d'Hamidi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher. Un ancien délinquant multirécidiviste dont l'adhésion à l'islam politique a été repérée en prison. Pourtant, personne n'a réussi à anticiper son passage à l'acte après sa libération. On n'a pas pu voir ainsi, là aussi, ce rapport qui s'est progressivement créé entre la délinquance, le trafic de drogue, des profils, comme celui d'ailleurs de Koulibaly, je crois que c'est malheureusement l'exemple qui parle, et l'absence de ce réseau qui existait, de cette expertise, de cette connaissance, a été, évidemment, le mot est faible, dommageable, a été une erreur. Des Kouachi, des Koulibaly, on en a par paquet de 12 dans ce pays. Donc, qu'il y en ait d'autres, ça ne m'a pas surpris massivement. Ça prend forme d'épopée, de légende, et ça en inspire d'autres. En effet, ils sont nombreux aujourd'hui, les profils comme ceux d'Hamidi Koulibaly. Le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher a pris le temps d'enregistrer des vidéos avant et pendant ces attentats. Elles seront diffusées à titre posthume par Daesh. Nombreux sont ceux qui y voient un simple testament. En réalité, ce genre de vidéo permet aussi de recruter les prochains djihadistes. Pour anticiper, ce sont là d'autres signaux faibles qu'il faut apprendre à analyser. Daesh demande à chaque terroriste d'enregistrer une vidéo avant son passage à l'acte et de faire allégeance à al-Baghdadi. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Le verbe est pauvre et hésitant, le vocabulaire faible et simpliste. Le tueur de la porte de Vincennes reprend le prêt-à-penser salafiste.
les codes habituels utilisés depuis 30 ans par les islamistes à travers ce rapport frénétique à l'image. Ici, un treillis militaire pour impressionner le public. Là, une kalachnikov à portée de main, une tenue traditionnelle moyenâgeuse folklorique qui prêterait presque à sourire. Une attitude qui permet aux djihadistes de croire et de faire croire qu'ils appartiendraient à la lignée des premiers musulmans, ceux du 7e siècle. On est dans la singerie. Ce qu'on essaye de faire, c'est de singer les hommes du passé comme si on pouvait jouer le passé. Ce culte du passé donne des informations sur le présent. Tout est question de symboles. Par exemple, la main gauche serait impure. Dans le monde moderne, cela se traduit par des détails surréalistes. La montre est toujours sur le poignet droit. Car l'autre poignet serait celui de Satan. Plus qu'une superstition, une obsession du pur et de l'impur qui est respectée aussi bien par le simple terroriste que par al-Baghdadi lui-même, en passant par la plupart des idéologues du djihad. Autre symbole, une bague en argent à un doigt de la main droite. C'est, paraît-il, pour faire comme ce prophète qu'ils disent vénérer, qu'ils prétendent connaître si bien sans l'avoir jamais vu. Chez Daesh, c'est une bague portée par le juge, le médecin, le maître d'école et par le tueur aussi. Les cheveux longs et crasseux, la barbe hirsute pour mieux ressembler à ces figures du djihadisme qui ont réécrit l'islam depuis une quarantaine d'années. Abdallah Azzam, le père du djihad afghan, Oussama Ben Laden, chef historique d'Al-Qaïda, Abu Musab al-Zarqawi, père fondateur de l'État islamique en Irak, et plus récemment Abu Mohamed el-Adnani, l'ancien porte-parole de Daesh, tué le 30 août dernier par l'aviation américaine. Toujours la même mise en scène, les mêmes arguments, le même discours. Toujours les mêmes mimiques, les mêmes attitudes menaçantes, ce phrasé de voyous drapés derrière la posture de l'imam soldat. Parmi ces islamistes donc, des personnes de culture musulmane et des Européens, des convertis, français ou belges, tous comme happés par cette idéologie extrémiste. Votre président vous a fait rentrer dans une grande et longue guerre. Ce qui arrive sera pire que ce que vous avez connu. À présent, on vous attend. Écrasez-les avec vos voitures. Tuez-les tous. C'est ça le vrai chemin de la dignité. Vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Qu'on fasse goûter un petit peu à ça, hein, qu'on fasse un petit peu goûter à ça. Ces Européens qui se sont laissés séduire par cette violence islamiste représentent désormais, quoi qu'on puisse en dire, une menace intérieure pour toutes les grandes démocraties. C'est pas une armée étrangère qui est entrée en guerre contre nous. C'est nos enfants. En tout cas, c'est les produits de notre société. Des produits de la société? Et pourtant, les autorités ne savent plus analyser leur discours, ni reconnaître les signaux qu'ils peuvent lancer. Un converti, ayant rejoint Daesh en Syrie, est emprisonné à son retour en France. Son nom, Nicolas Moreau. Le 25 juin 2015, 4 mois et demi avant le 13 novembre, pendant un interrogatoire dans les locaux de la DGSI, il révèle des informations de première importance à propos d'Abdelhamid Abaoud, appelé Abu Omar par ses complices. Je connais Abu Omar, le Belge, Abu Zubair et Abu Hamza. Ils allaient faire une attaque en Belgique et en France. Abu Omar m'avait confié à son tour qu'ils avaient réussi à trouver 25 kilos de TNT en Belgique. Manifestement, les enquêteurs ont du mal à le prendre au sérieux. Une autre information qui aurait permis de jauger sa crédibilité passe même inaperçue. Durant son interrogatoire, il affirme « Je peux aussi vous dire que l'Arabie saoudite est prête à être attaquée par l'État islamique d'ici 2 mois. » 5 semaines plus tard, le 6 août 2015, l'information de Nicolas Moreau s'avère exacte.
Un attentat kamikaze a lieu dans une mosquée saoudienne. L'État islamique, qui se reconnaît pourtant dans l'idéologie propagée par la monarchie, veut lui faire payer ses alliances avec l'Occident. Et ce que dit Nicolas Moreau à propos de la volonté d'Abdelhamid Abaoud de frapper la France se confirme tout au long de l'été 2015. Les enquêteurs savent depuis plusieurs mois, on a très clairement identifié Abdelhamid Abaoud qui projette des attentats sur le sol européen, qu'il s'agisse de la Belgique ou de la France. On a par ailleurs le témoignage de nombreux djihadistes aussi, qui parlent d'Abdelhamid Abaoud et de son rôle dans le recrutement et dans l'entraînement aussi. Identifié, mais jamais arrêté. Pour faire avancer ses projets d'attentat, Abaoud charge un certain Reda Am, un autre islamiste rencontré en Syrie, de frapper une cible bien particulière. C'est le juge antiterroriste Marc Trevidic qui le découvre au milieu de l'été 2015. C'est précisément cet élément, c'est-à-dire cet interrogatoire avec Reda Am, qui vous amène à dire attention, il y a quelque chose qui se prépare? Oui, le point d'orgue étant le 15 août, quand un individu nous déclare qu'il a pour consigne d'Abaoud de frapper un concert de rock. Tout ce qu'il a dit était recoupé. Sur les photos qu'on lui présentait, ça allait, il ne mentait sur aucun point. Et la pâture qu'il nous faisait était apocalyptique, grosso modo. C'était en préparation, le Big Bang était en préparation, quoi. Le Big Bang. Les attaques du 13 novembre sont dans une phase ultime de réglage. Le plus spécialisé des magistrats antiterroristes du moment décide d'alerter les autorités et même l'opinion publique dès septembre 2015, un mois et demi avant les attentats. Une fois encore, ni les services français, ni leurs homologues européens n'arrivent à être efficaces. Même si tous savent qu'une attaque se prépare, ils sont impuissants, incapables de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Cette impuissance est d'autant plus inquiétante qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, on reconnaît que la menace terroriste va durer très longtemps. Moi, je suis franc avec les Français. Je ne leur raconte pas des histoires. C'est l'histoire d'une génération. C'est 10, 15, 20 ans que nous avons devant nous, parce que ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont basculé plus ou moins dans cette radicalisation. Le défi posé par le terrorisme islamiste est l'affaire d'une génération. L'enjeu est politique, idéologique et culturel. L'islam est rongé par l'extrémisme. Les démocraties devront aider les musulmans à se protéger de pays, de groupes ou d'individus qui instrumentalisent la religion pour la transformer en projet totalitaire. Une doctrine antiterroriste plus efficace devient nécessaire pour une meilleure connaissance de cet extrémisme qui menace sans distinction de religion, d'origine ou de conditions sociales. Après le 13 novembre, d'autres attentats ont endeuillé la France. Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville, Nice. Preuve qu'il faudra plus d'efficacité pour protéger la société. Aujourd'hui, malgré le déploiement de moyens, du temps est nécessaire pour former des officiers des services de renseignement, des magistrats, des militaires, des policiers, des analystes suffisamment aguerris pour faire face à ce défi. Des profils aussi expérimentés que ceux de Marc Trevidic ou Alain Chouet sont trop rares. Le premier a quitté le pôle antiterroriste, muté en septembre 2015 au tribunal de grande instance de Lille. Le second, officier de terrain, arabisant, a été poussé vers la retraite au début des années 2000. Il est illusoire de vouloir faire la guerre hors de nos frontières, au Mali, en Irak, en Syrie, etc., si nous avons dans notre propre pays des territoires ennemis dans lesquels la police, l'armée, les services sociaux, les médecins, les pompiers ne peuvent pas entrer. Vous n'êtes plus juge antiterroriste? Je suis premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille. Donc j'ai monté dans la hiérarchie, mais je ne fais plus du tout la même chose. Et alors, le vice-président est heureux? Le vice-président est un peu décontenancé
Parce que je fais plus tout la même chose, parce que bon, je découvre d'autres univers, les affaires familiales, les gardes des enfants, les fixations, des prestations compensatoires, des choses